Pionnière de la psychanalyse, Marie Bonaparte se pensait en 1950 comme la seule héritière française de Freud, dont elle célébrait pieusement la mémoire avec l'appui de l'IPA, l'International Psychoanalytical Association, fondée par Freud en 1910. L'IPA était alors dominée par une corporation de cliniciens honorables, majoritairement anglophones, et peu ouverts à la virtuosité des spéculations lacaniennes. Critiqué par les tenants de cette légitimité, Lacan quitte la Société psychanalytique de Paris et participe en 1953, avec Daniel Lagache, Serge Leclerc, Vladimir Granov et François Perrier, à la création de la Société française de psychanalyse. Son amie Françoise Dolto, fondatrice d'une nouvelle approche psychanalytique de l'enfance, lui apporte son soutien. Ils vont donc fonder la Société française de psychanalyse, qui va durer 10 ans, et qui va être un bouillon de culture pour toute la jeunesse de l'époque. Et c'est Lacan qui va former, soit en étant l'analyste, le contrôleur, le maître, l'initiateur, l'éveilleur, par ces séminaires, qui ont lieu à l'hôpital Sainte-Anne à ce moment-là, puis la présentation de malades, le grand rénovateur, le grand réinventeur de la psychanalyse en France. Et cette génération ont l'impression d'être les pionniers de quelque chose de nouveau autour de Lacan. Mais ils voudraient bien aussi rester dans l'IPA, dans cette légitimité freudienne où ils ne sont plus puisque leurs maîtres ont démissionné. La caractéristique de Lacan, c'est qu'il conteste l'ensemble, qui se prend pour Freud, et qui est le seul à dire « je retourne aux origines, retour au sens de Freud », et non pas post-freudisme, et non pas dépassement de Freud. Il se pose donc comme le refondateur. Et le refondateur est transgressif. Il ne respecte aucune règle. Donc, pour l'IPA, c'est inacceptable. Que ce soit la durée des séances, que ce soit, on veut bien accepter bien sûr son enseignement, on accepte tout à fait l'enseignement de Lacan, mais qu'il reste dans l'IPA comme philosophe, théoricien, mais surtout pas comme formateur d'élèves. Lacan va se trouver dans une situation qui n'a jamais été celle de Freud, c'est-à-dire de fonder son école en étant le directeur de l'école. C'est-à-dire Lacan va exercer, en fondant l'école freudienne de Paris en 1964, des fonctions que Freud n'a jamais exercées. Il est à la fois le maître à penser, l'analyste, le chef politique de son école. Il cumule toutes les fonctions, alors que Freud avait délégué le pouvoir, disons politique, à ses disciples. Je fonde, aussi seul que je l'ai toujours été dans ma relation à la cause psychanalytique, l'école française de psychanalyse, dont j'assurerai pour les 4 ans à venir, dont rien dans le présent ne m'interdit de répondre, personnellement la direction. Unique en son genre, l'aventure de l'école freudienne de Paris s'achèvera 16 ans plus tard, en 1980. Elle aura permis à Lacan de placer le désir d'être analyste au cœur de la formation des didacticiens. L'inconscient reste le cœur de l'être pour les uns, et d'autres croiront me suivre à en faire l'autre de la réalité. La seule façon de s'en sortir, c'est de poser qu'il est le réel, ce qui ne veut dire aucune réalité. Le réel en tant qu'impossible à dire, c'est-à-dire en tant que le réel, c'est l'impossible, tout simplement. Écoutez, ça me fait un très drôle d'effet, presque d'inquiétante étrangeté, parce que je entends la voix de Lacan, et en même temps j'ai si souvent imité, vous voyez, transfert pas mort, que je ne sais pas si c'est moi que j'entends ou si c'est lui.
Et bon, là, il est là tout entier, dans le suspens dont je parlais tout à l'heure, dans la formule définitive qu'il laisse, évidemment, est très énigmatique. Le réel, c'est l'impossible c'est le réel en tant que... Bon, on est un peu perdu et on se dit, c'est peut-être génial, c'est peut-être moi qui comprends rien. Ça me rappelle d'ailleurs que Lacan disant, alors qu'il y avait quand même, dans le début de ce séminaire, il y avait des gens comme Merleau-Ponty, Hippolyte Venet, Ricoeur, bien d'autres. Je l'entends encore dire, peut-être pas s'adressant à eux, mais à l'auditoire en général. Mais enfin, vous allez commencer à l'ouvrir, votre comprenoir. Voilà. Bon. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que ça m'émeuve, parce qu'il a quand même un côté un peu comédien, même très comédien. Il en remet un peu comme il en remettait dans sa vêture, avec ses vestes, ses cols Mao à l'époque, et puis ensuite les fameux cigares torsadés. Bon, alors quand il a commencé ses séminaires, ça m'a beaucoup intéressé, et quand je comprenais, je trouvais ça génial, parce que ça recouvrait en quelques mots une expérience de multiples cas. Et ça, c'est ça la symbolisation. Bon. Donc, je me suis dit, ce gars-là, il parle de choses. Donc, le reste que je ne comprends pas, ça doit être de la mémo. Ma vieille travaille pour essayer de le comprendre. Mais je dois dire que j'ai eu beau travailler dans ces séminaires, quand je les écoutais, parce que je les ai suivis longtemps, il y avait des perles que je comprenais, puis le reste, c'était plutôt un climat peut-être en la mineur. C'est à Rome en 1953, dans cette ville qu'il aime passionnément au point d'y retourner sans cesse, que Lacan définit les 3 termes majeurs de son enseignement lors d'un discours adressé aux membres de la Société française de psychanalyse. Le symbolique, l'imaginaire et le réel. Les 3 registres par lesquels j'ai introduit un enseignement qui ne prétend pas innover, mais rétablir quelque rigueur dans l'expérience de la psychanalyse, les voilà, jouant à l'état pur dans leur rapport le plus simple. Les 3 registres par lesquels Lacan veut rétablir la psychanalyse dans sa dignité, au fond. 3 registres qui sont noués. Et c'est ça qui veut dire 3 concepts fondamentaux, au sens de la plus ancienne tradition philosophique, où le platonisme, ou l'aristotélisme, ou le stoïcisme avaient des concepts fondamentaux. C'est très, très impressionnant d'entendre cette prétention à la fondation. Fondation. Et le réel comme ce qui permet au symbolique et à l'imaginaire de se nouer, et qui se noue lui-même aux 3 autres. De sorte que si l'on dénoue ces 3 termes les uns des autres, la structure fondamentale, on pourrait dire de l'être, s'effondre. Qu'est-ce que l'imaginaire pour Lacan? Ça va être le lieu des illusions du moi. Mais attention, ces illusions existent. Elles forment notre psychisme. Nous vivons dans un monde d'illusions, de représentations qui nous marquent à vie et qui resteront d'ailleurs. D'où la fameuse topique de Lacan, dans laquelle 3 termes sont importants: symbolique, imaginaire, réel. Le symbolique, qui est en quelque sorte le primat, qui nous détermine, qui fait loi, c'est la fonction symbolique au sens de Lévi-Strauss. C'est l'idée qu'on est dominé par des structures qui peuvent être sociales, qui peuvent être là
des structures symboliques, des structures de langage. Le réel, c'est ce qui échappe à toute symbolisation, le lieu de la folie, des pulsions, de l'émergence de l'illimité. Donc le réel suscite l'imaginaire et le symbolique, et s'articule à eux. Mais vraiment, je crois qu'il faut comprendre le réel lacanien, comme bien sûr le manque, on dit toujours, le cas échéant, ce qui ne peut se manifester que dans le rien. Mais le rien, c'est ce qui est là, ce qui revient là. Non pas l'existant qui est là, mais le fait pour lui d'être là. Voilà. Et c'est en ce sens que Lacan est un formidable réaliste et se rattache à toutes les grandes écoles réalistes de la philosophie. En 1963, le philosophe Louis Althusser invite Lacan à l'École normale supérieure. Engagé lui-même dans une lecture structurale de l'œuvre de Marx qui vise à détacher le communisme de sa dérive stalinienne, il lui offre un brillant auditoire de jeunes élèves en quête d'une révolution culturelle avec la Chine pour horizon. Parmi eux, Jacques-Alain Miller se met avec fougue au service du texte lacanien. Il épousera Judith et deviendra le rédacteur des séminaires de son beau-père. C'est en 1966, lors du fameux colloque de Baltimore sur la pensée française, que Lacan rencontre le philosophe Jacques Derrida. Il cherchait à la fois à me séduire et à m'attirer dans son champ d'appartenance, dans sa discipline, disons. Et voyant que je ne me prêtais pas à cette scène, c'était la guerre, c'était donc l'agression. Et malgré tout, et donc j'ai lutté en moi, et je pense aussi sur la scène, j'ai lutté pour ne pas réagir ni à l'appel séducteur, ni à l'agression. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Et le temps passant, je dois dire, ça c'est aussi le post-mortem, le temps passant, mais je savais que ce serait comme ça de son vivant déjà, le temps passant, j'ai fini par, au fond, aimer cette scène, aimer cette mémoire. Enfin, ici, voilà, ça s'est passé. Il y a eu une espèce il y a eu séduction, il y a eu guerre, il y a eu silence, il y a eu beaucoup de silence, un énorme silence. Après la publication de ses écrits en 1966, Lacan devient un penseur reconnu, admiré de ses élèves et haï de ses adversaires. À l'école normale, salle du San, une assemblée nombreuse se presse pour l'écouter. L'écrivain Philippe Solers décrira de façon lyrique les harmonies et les dissonances de la grande scène du séminaire. Lacan monte à la tribune comme une gravure de Dürer, drôle de saint, drôle de moine chevalier prêcheur d'un autre âge. Lacan, c'est de la lenteur ponctuée, du soupir, de la passion tortueuse, de l'envolée, de l'anecdote, de l'argot, de la moquerie, de l'insulte, du tonnerre intermittent, du pinaillage à n'en plus finir, de l'ennui massif, du mot d'esprit, du sublime. Il y a Lacan mystique, Lacan chansonnier, Lacan l'ancêtre, Lacan don Juan, Lacan Satan, Lacan charlatan, Lacan malicieux, Lacan généreux, Lacan vaniteux, Lacan persifleur, ronchonneur, hurleur, murmureur, souffleur, séducteur.